Valérie Perrault, bonjour. Bonjour. Donc, Valérie, tu es donc responsable du cabinet iPact, et donc qui est un cabinet d'expertise spécialisé sur santé et conditions de travail, hein, la prévention. Et on va parler conditions de travail, un peu la place des conditions de travail dans le contexte actuel. Et pour commencer, pour revenir sur le décret du 2 mai qui raccourcit les délais. C'est quoi la lisibilité, enfin raccourcit pour le moins les délais de recours à expertise et les délais pour rendre ces expertises. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces délais aussi raccourcis, et dans quelle mesure, depuis le 2 mai, dans le cadre des plans de déconfinement, vous êtes intervenu ou tu vois tes collègues intervenir sur le sujet? Bon, bien sûr, dans ces contextes-là, alors que la santé, la sécurité, les conditions de travail sont au premier plan, eh bien, les représentants du personnel, leurs experts, on a quasiment disparu, de par les évolutions législatives dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande confusion entre la rapidité de la mise en confinement qui a été bien vécue par les salariés et les syndicats, hein, la logique tout de suite de mettre tout le monde à distance, de télétravailler, ça a plutôt été bien perçu, alors même que bon nombre d'entreprises n'avaient pas du tout d'accord de télétravail ou n'étaient pas équipées ou ont expérimenté ces nouveaux modes. Et puis, dans le cas du déconfinement, là, il y avait quand même plus le temps de s'y préparer. Et on se rend compte qu'il y a eu là un mélange des genres entre déconfinement avec les aspects sécurité, santé, conditions de travail. Et quand on parle de reprise d'activité, la reprise d'activité, c'était par rapport aussi au chômage partiel, à l'activité partielle. Donc, il y a eu un mélange entre la reprise d'activité, l'évolution du chômage partiel, et puis la reprise d'activité sur site, ou bien sûr le protocole national, les préconisations du gouvernement, c'est de maintenir le télétravail tant que c'est possible. Donc, on a eu des protocoles qui ont plutôt fait l'objet de négociations, du coup, avec les organisations syndicales et qui sont passés un peu en CSE sans forcément donner lieu à une consultation. Mais rappelons que le décret du 2 mai qui nous a tous perturbés, c'est qu'en fait, l'intitulé de ce décret qui réduit les délais d'expertise, mais surtout les délais de consultation. Hein. Nous, on est là pour accompagner les représentants du personnel, les éclairer dans leur remise d'avis. C'est que ce décret concerne toutes les décisions de l'employeur concernant les conséquences sociales, économiques et financières de la Covid-19. Donc déjà, on ne parle pas du tout des conditions de travail. Donc effectivement, moi j'étais un peu étonnée parce qu'après, on dit à l'exception des PSE notamment, effectivement, on avait peur que même les PSE soient concernés, t'imagines, par une semaine de délai de consultation et 11 jours avec expertise, ce qui était complètement impossible. Donc là, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça concerne, quels sont les objets que ça peut concerner de consultation, en dehors des plans de déconfinement, de reprise d'activité, pour lesquels moi et la plupart de mes collègues, on n'est pas du tout intervenus. Et là, on apprend avec les personnes avec qui on est en relation que ces plans, ça y est, sont passés et que la problématique, elle est plutôt sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Mais là, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de cadre législatif pour faire venir un expert pour mettre à jour le document unique d'évaluation des risques en conséquence du déconfinement. Ça n'existe pas. Ouais. Et ce que tu m'expliquais, c'est en fait pour des élus qui avaient quand même de la bouteille, qui avaient l'habitude de recourir à des expertises, qui ne l'ont pas fait dans ce cadre-là, parce que quelque part, ils avaient l'impression de vous appeler à cocher des cases, quoi. Alors, il y a deux choses. Un, déjà, sachant qu'il faut savoir que moi, dans les représentants du personnel et CSE pour lesquels je travaille, les élus étaient eux-mêmes en chômage partiel et que souvent, ils ont bossé quand même plus que leur taux qui était prévu, hein, parce qu'ils avaient quand même leur mandat et qu'ils étaient sollicités par leurs collègues et par les réunions d'urgence. Et puis, effectivement, un plan de déconfinement, si c'est pour cocher des cases, de voir que tout a été bien vu comme un bureau de contrôle, eh bien, ils ont raison, ce n'est pas le boulot d'un expert. C'est une obligation de l'employeur de vérifier ça et que les représentants du personnel, finalement, n'ont peut-être pas vu la nécessité et puis l'espace-temps pour le faire. Sachant que, néanmoins, toutes les semaines ou souvent, ils sont intervenus, ils étaient en réunion. Hein. Il y a eu pas mal de réunions à distance. Ok. Alors, ça pose aussi le sujet, tu en as parlé, c'est l'équilibre entre, enfin,
la partie, les enjeux économiques au regard de la santé au travail. Et ben, bon, on est dans les logiques de plan de déconfinement. On va rentrer, voilà, l'été approche, potentiellement une situation économique pour le moins tendue, avec des PSE. Ça augure de quoi en termes de prise en compte dans le cadre des restructurations du sujet conditions de travail? Alors, je voudrais pas être pessimiste, mais bon, j'ai pas mal de bouteilles, donc j'ai des retours d'expérience, comme on dit, sur le sujet, que quand on est en grosse crise économique avec un taux de chômage qui explose, et notamment les jeunes diplômés qui vont avoir une année blanche, hein, qui vont pas trouver de boulot en septembre, et ben quand on est sur ces questions-là, les syndicats sur le terrain, mais aussi les confédérations, la priorité, c'est l'emploi. Alors peut-être que depuis ces années-là, les années des années 90 hein, notamment, et puis il y a eu 2008, peut-être que là on a vu l'importance hein, de la santé, de la sécurité au travail, mais effectivement, s'il y a des plans sociaux, il y a deux types d'expertise possibles hein, dans un plan social. Hein, l'expertise, le rôle de l'expert comptable du CSE pour accompagner les OS pour négocier le livre 1 pour ceux qui partent, et puis pour analyser le motif économique et les organisations cibles, mais il y a aussi l'expertise possible pour analyser les impacts sur les conditions de travail, la santé et la sécurité. Alors, est-ce que, et cette expertise, ça reste une expertise prise en charge à 100%, donc qui est importante, hein, et qui a des délais qui sont aussi des délais atypiques qui sont liés au nombre de suppressions de postes. Donc, c'est un cadre législatif pour l'instant auquel on n'a pas touché et qui permet aux représentants du personnel quand même de se faire accompagner. Est-ce que les représentants du personnel euh, souhaiteront analyser les impacts conditions de travail quand on ferme un site, ils peuvent ne pas en voir la nécessité, alors que fermer un site, eh ben, on ne le ferme pas en une journée. Des fois, c'est 6 mois, 8 mois pour fermer un site, un entrepôt, un site industriel. Et qu'effectivement, là, il y a des risques en termes de sécurité parce que les gens partent au fur et à mesure. La charge de travail, comment elle est sous-traitée. Il faut faire des stocks. Souvent, quand on ferme des sites, eh ben, il faut déjà beaucoup bosser pour faire des stocks et les commandes et fournir les commandes. Donc, il y a beaucoup de risques et nous, on l'a bien vu, jusqu'à présent, on a fait des missions, des expertises quand il y avait des fermetures de sites. Entendu. Et penses-tu que l'argument du coût de l'expertise et l'autocensure que ça peut sous-entendre pour des élus va peser dans la balance, comme on le voit sur l'expertise comptable, notamment dans des petites boîtes? Alors le coût, quand c'est des boîtes qui ferment, effectivement, on ne fait pas des gros budgets, on fait, voilà. Après, on va conseiller, on peut faire des notes, on peut faire tout ce qu'on, enfin, on essaye de réduire les coûts au maximum. Par contre, le chantage sur les coûts, moi, ça me met en colère parce que surtout dans les grandes entreprises, je dis toujours au CSE, dans l'analyse de vos comptes, demandez d'avoir le détail, le focus de tous les prestataires auxquels font appel les entreprises pour se faire accompagner dans leurs projets, leurs stratégies, leur ci, leur ça. Moi, quand j'interviens sur une expertise, même un déménagement, mais en face, j'ai 3 ou 4 cabinets qui interviennent. Donc, les entreprises, elles ne regardent pas la dépense pour certains coûts, mais le coût côté représentant du personnel, ça les gêne, ça a toujours été, hein, c'est pas nouveau. Mais c'est une réalité, ça, le chantage sur le coût, ou c'est pas plus que ça? Mais bien sûr, moi j'ai déjà vu des entreprises, on était sur aussi des postures très idéologiques, hein, afficher le coût de l'expertise dans les couloirs et de dire c'est ça que vous aurez en moins sur votre intéressement. Mais ça a été jusque-là dans des boîtes. Mais si, je l'ai vu. Hein. Ouh. Voilà. Bon, voilà, Ok, c'est une réalité. entendu. Alors, on a parlé, donc il y a les PSE, et il y a, en alternative au PSE, les entreprises aussi vont être tentées de mettre en place des accords de performance collective, dont on parle beaucoup. Et là aussi, on est dans les logiques de gain de productivité avec les accords de performance collective, au-delà des réductions de salaire, sur le temps de travail, notamment sur l'organisation du travail. Et là, clairement, quelle est la place de la santé au travail là-dessus et la capacité des élus de peser là-dessus dans le cadre d'accords on est vraiment dans le cadre d'une négociation, hein, d'un accord de performance collective. C'est quoi la place des conditions de travail là-dedans?
Alors, il y a deux choses. Déjà, si on fait des APC dans la suite de la Covid-19, il faut qu'on redéfinisse le concept de performance, hein, parce que c'est ça. Il faut revoir pourquoi ces accords ont été mis en place, la genèse et le motif, hein, derrière tout ça. Donc, quand on parlait de PSE, c'était pour la compétitivité. Donc, quand il y avait des boîtes qui mettaient en place un PSE parce qu'elles étaient deuxièmes au lieu d'être leaders, d'être premiers, franchement, il n'y avait pas de motif économique. Bon, on a bien vu qu'on n'arrivait pas à faire jouer ça au niveau juridique. Et ben, les accords de performance collective aussi, hein, il y a le mot performance, que pour moi, la Covid, c'est un autre contexte. Alors effectivement, ces accords, ils doivent être provisoires, mais on sait très bien qu'un accord provisoire, dès lors qu'on va toucher au temps de travail, on touche aux conditions de travail, dès lors qu'on touche à la suppression de primes de reconnaissance du travail, on touche aussi au risque, à la santé, à la sécurité au travail, aux mobilités géographiques, bah, évidemment, quelqu'un, notamment je pense à des commerciaux, où maintenant, bah, tu sais bien que les secteurs géographiques des commerciaux, on peut leur changer de secteur, leur doubler leur périmètre sans leur demander leur avis. Tout ça, bien sûr, a des conséquences. Donc, effectivement, négocier un accord de performance collective, ça doit passer en consultation du CSE parce que le CSE doit pouvoir demander, exiger d'une évaluation des impacts santé, sécurité, conditions de travail et pouvoir, dans ce cas, se faire accompagner par un expert. Entendu. Et il faut que Ok. les OS y pensent aussi. Ça veut dire que tout ce qui se négocie au niveau des organisations syndicales, on le voyait avant, hein, c'est cette rupture entre ce qu'on négocie et ce qui se passe au niveau des conditions de travail et des CHSCT avant. Alors aujourd'hui, le fait qu'on soit dans une instance unique, on a un CSE qui commence à voir l'ensemble du spectre, hein, et que dans le CSE, il y a ceux qui négocient. Donc on espère qu'ils vont penser à ces aspects-là. Mais il y a quand même un petit risque. Ben, ça dépendra des acteurs en présence, comme on dit, mais on a vu un grand renouvellement des acteurs avec le passage, la généralisation au CSE, avec aussi l'âge. Donc, on a des nouveaux élus voire des nouveaux DS qui n'ont peut-être pas eu le temps aussi non plus de se former avec tout ce qui vient de se passer. Donc, à voir. Entendu. Ok. En préparant cet entretien, tu m'expliquais, toi, au cours de tes interventions, tu voyais comme deux typologies de direction. On est au-delà de ce qu'on a vécu avec le décret du 2 mai, enfin la période de transition avec tout le cadre dérogatoire qu'il y a dans la période actuelle. Au-delà de ça, on est dans une tendance structurelle à la diminution des délais, etc., à de plus en plus de contraintes, hein, sur le recours à l'expertise, sur les délais, etc., sur les prérogatives des représentants du personnel, leur capacité à agir. Et tu voyais deux typologies de direction, celle qui appliquait stricto sensu ce cadre-là, et celle qui était beaucoup plus, on va dire, qui en faisait fi, où ça se faisait en bonne intelligence. Ça veut dire quoi, cette bonne intelligence, et ça découle de quoi, enfin, dans quelle mesure ce clivage devient peut-être de plus en plus marqué, le sera de plus en plus? Alors, en fait, ça dépend effectivement du dialogue social, donc ça dépend de l'historique et puis ça dépend des personnes qu'on a. Il faut être deux, hein, côté direction et côté représentant du personnel. Donc, il y a les directions qui n'ont pas du tout fait changer, pas modifié, hein, quand il y a un projet important, elles financent à 100%. On discute pas des délais, mais entre le délai légal, l'urgence du projet. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les projets, il y a des gros projets qui sont sur un an. Donc, le cadre législatif, finalement, il n'évolue pas au même sens que des projets d'entreprise. Donc, comment on va essayer de découper ça en plusieurs tronçons, voilà, pour faire des avis sur des principes, après sur la déclinaison opérationnelle du projet. Donc voilà, quand c'est une bonne intelligence, ça permet à la direction d'avancer son projet. C'est des projets où il n'y a pas de risque emploi, tu vois, on est vraiment sur des projets purs d'organisation. Donc quand il n'y a pas ce risque-là sur l'emploi, on est moins, c'est un dialogue social qui est plus apaisé aussi, tu vois. Donc là, moi, je n'ai pas vu de changement. Et puis, il y a des directions, et ça, c'est plutôt sur les délais, hein, et notamment les PSE, puisque là, l'expertise, elle est prise à 100%, où c'est pour ça que les élus, il ne faut pas qu'ils se loupent, où on a des directions sous couvert qu'elles sont bonnes élèves, qu'elles appliquent le code du travail, et ben elles te voient, elles te disent OK,
donc désigné tel jour, remise des documents tel jour, ben, votre rapport c'est tel jour. Et moi, on m'a fait le cas on m'a fait le coup dans un grand groupe où ben, les élus, s'ils tardent à te donner l'info, tu vois, ou à valider la lettre de mission quand tu as été désigné, et ben le type, il était là, c'était un PSE important, et en fait, tranquillement, il me dit, ben, le rapport c'est dans une semaine. Donc après, c'est le rapport de force. Et bah, quand c'est un PSE, tu peux imaginer quand même que les syndicats ils sont un peu plus voilà, virulents et qu'on arrive à négocier ça. Mais tranquillement, tu as des DRH qui vont avoir ce comportement-là. Donc, ça te donne l'ambiance, le signe. Tu vois, moi, j'attends toujours de voir, parce qu'on a aussi des DRH qui ont beaucoup changé, qui se sont renouvelés et qui respectent voilà, le jeu du dialogue social et qui ont pour mission, eux, ils ont pour mission que le projet aboutisse. Donc, il y a ceux qui vont aller droit dans le mur, un peu à l'ancienne, où tu étais sur des relations conflictuelles. C'était ça, avec des syndicats, des représentants plus politisés, voire les DRH aussi, qui nous détestaient. Moi, j'ai reçu des lettres commandées, pas d'insultes, mais presque. Hein, je les ai gardées. Hein, un jour, il faudra que je les publie. Et puis, tu as des cadres rénovés aujourd'hui des relations sociales parce que les partenaires sociaux ont changé. Voilà. Donc, c'est plutôt bon signe alors. Peut-être que les nouvelles générations… Non, parce que j'ai quand même les deux. Hein. Les deux existent encore. Mais c'est plus serein pour travailler. Tu vois, moi, je suis plus épuisée. Moi, je disais toujours, quand je parlais de mon métier, les gens ils me disent, ah bah, tu fais du droit. Ben, je me dis, non, pas du tout. Moi, je vais sur le terrain. Mais en fait, tout le temps qu'on passe à expliquer, à négocier, à faire des courriers, à tout tracer avant d'être sur le terrain. Et c'est ça aussi le risque de la réduction des délais. Je crois que les entreprises ne veulent plus voir les experts dans l'entreprise. Donc là, les réunions Zoom, ça leur va bien, mais ce qui les embête, c'est de faire du terrain et de faire des entretiens et d'aller à la rencontre des salariés. Ça les a toujours embêtés. D'accord. Bah, écoute, on va sortir terminer. de l'entreprise. On va terminer sur cette note-là. Merci à toi, Valérie. Merci. Et bonne journée à toi. À bientôt. Ouais, Au au revoir. revoir. Merci.